Samedi 18 mars 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Dans les informations de ce jour, la réhabilitation des rues de la capitale avance comme il se doit actuellement. Les travaux ne se limitent pas au colmatage des trous. Les travaux consistent également à la mise en place d'une nouvelle chaussée, comme le cas des 67 hectares. Une attention particulière est également portée aux canaux d'évacuation pour éviter la récurrence des dégâts selon les explications des techniciens sur place. Le gouverneur de la région d'Analamangue a confirmé que les travaux à réaliser à Antananarivo et dans les chefs-lieux de province seront importants et nombreux, travaux qui respecteront pleinement les normes. C'est Sylvain sur les images de Nzar Hanji Ansu. La première tranche des travaux sur la rue d'Ambudensouch, sur l'axe menant au quartier dénommé Aigle Noir, est déjà achevée. L'ancienne chaussée a été complètement enlevée. Ainsi, les travaux de réhabilitation des rues d'Antananarivo ne se limitent pas à boucher les trous, mais aussi à refaire complètement la rue elle-même. Les conduites d'eau et autres canalisations seront également contrôlées. Les habitants d'Antananarivo bénéficieront à terme d'infrastructures de qualité, aux normes et durables, déclare Miour Adjianarsu, directeur régional des travaux publics d'Analamangue. Non seulement les routes qui ont été endommagées à la suite des intempéries successives, mais même les routes qui n'ont jamais connu de réparation depuis Antananarivo et dont les habitants se plaignent seront toutes réparées. Le ministère des Travaux publics, la région d'Analamangue et la commune d'Antananarivo collaborent pour mener à bien ces travaux de réhabilitation. Par ailleurs, le calendrier concernant toutes les réparations a également été déterminé selon les informations. Pour le cas d'Ambudensouch, notamment sur l'axe menant au quartier dénommé Aigle Noir, il est estimé que la durée des travaux sera d'1 mois ou plus tard. Les responsables ont également souligné que dans tous les travaux à réaliser, des stratégies seront mises en place afin d'éviter des embouteillages excessifs. Et à titre de rappel, jusqu'à l'achèvement des travaux sur l'axe reliant le rond-point RN7 à Kadbaouk au rond-point boulevard de Tokyo Nkadiev, les usagers de cet axe devront emprunter à partir de ce jour la RN7 passant par Andouaran Foot, Tanzumbat, Ndjefanabuzanar, Anous, ou la route reliant le rond-point d'Alassour à Manjusez et Ambandi, ou encore la Rocadi arrive menant à Ankorunjan et ses environs. La coupure totale de l'axe reliant le rond-point RN7 à Kanbaouk au rond-point boulevard de Tokyo Nkadiev est prévue jusqu'au 25 mars prochain. La circulation sera rétablie dès que les travaux seront achevés, souligne le ministère des Travaux publics. Et dans un tout autre sujet, après Manzakanji, Ambouch et Fianarantsu, Madang a également reçu hier les machines nécessaires pour l'implantation d'une usine de transformation de miel au sein de ce district. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère de la Promotion de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation visant à créer une entreprise dans chaque district. Des démarches similaires seront effectuées dans les autres districts afin de réaliser le VLRAN numéro 7 du président de la République, a souligné le ministre. Judikael Hadjianirin. La région de Bouéne, qui est l'une des régions qui compte le plus d'apiculteurs dans toute l'île, fait partie de celles qui produisent du miel de bonne qualité. Afin de les aider à se développer dans leur secteur d'activité, le ministère du Développement industriel, du Commerce et de la Consommation a octroyé une grande unité de transformation de miel aux apiculteurs du district de Mahadang. Les producteurs, en particulier les apiculteurs d'Amparemaït, ont fait part de leur reconnaissance car ils peuvent désormais s'ouvrir à un plus grand marché selon Rarnev Liv, un apiculteur. La région de Bouéne est la 4e région qui bénéficie d'une unité de traitement du miel de la part du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation. Néanmoins, ce n'est que le début pour Mahadang dans la région de Bouéne, puisque d'autres districts de cette région, au sein de laquelle plus de 30 000 apiculteurs professionnels œuvrent, auront également leur part. Ces apiculteurs sont regroupés au sein d'une coopérative et les 4 districts membres produisent environ 20 000 litres par an et on y récolte du miel 2 fois par an. Le ministère travaillera en étroite collaboration avec les coopératives afin d'obtenir de bons résultats. La création d'une entreprise dans chaque district répond également au 7e VLRAN du président de la République, selon Edgar Asaf Java, ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation.
Et afin de préparer les jeunes qui veulent entrer dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a eu une conférence et une présentation effectuée par le ministère pour les étudiants qui veulent exercer plus tard dans la gestion d'entreprise. L'un des problèmes majeurs rencontrés par les femmes entrepreneurs à Madagascar est le manque de financement et ou le manque de confiance des grandes sociétés financières à leur égard. Selon les explications, ce problème figure parmi les étapes importantes à franchir en termes de création d'entreprises dirigées par les femmes. Cependant, le manque de financement ou le fait de ne pas pouvoir trouver d'investisseurs ne devrait pas être un obstacle car il y a toujours d'autres voies susceptibles d'être explorée par les femmes, a déclaré voir Rakut Velmanantsu, une femme entrepreneur malagasy. Aniana Martina sur les images de Nzar Hanjiantsu. Depuis déjà quelques années, il est constaté que les femmes sont très actives dans le domaine de l'entrepreneuriat, a déclaré voir Rakut Velmanantsu, une femme entrepreneur malagasy. Cependant, elle rencontre souvent des difficultés pour obtenir un financement, car bon nombre d'institutions financières ne leur font pas confiance, selon les explications. Par conséquent, l'un des défis majeurs est d'ouvrir la voie aux femmes qui veulent œuvrer dans le monde de l'entrepreneuriat à Madagascar à travers une séance de partage. À part cela, le soutien moral et émotionnel entre les femmes entrepreneurs est également important afin d'atteindre le seul objectif qui est la promotion du secteur économique dirigé par les femmes selon toujours les explications. Et dans le cadre de l'événement du Salon des femmes entrepreneurs, une conférence débat et de partage d'expériences entre les femmes entrepreneurs a eu lieu hier à Ivange. L'une des raisons qui pousse une personne à se suicider et à être dépressive est le manque chronique d'activité mentale et d'émotions selon un médecin. Mais le problème à Madagascar, c'est que peu de personnes osent en parler. Il est classé comme sensible au développement mental et émotionnel. Les détails avec Aniana Martina et Nzar Hadjiantsu. Elle est causée par le mouvement et l'activité mentale qui se répètent trop souvent. La fatigue est l'actuel problème de l'homme, surtout des travailleurs. Il a de nombreuses caractéristiques à avoir dès lors selon le médecin. Ceci inclut les émotions mixtes, l'irritabilité, la réticence et plus encore. En conséquence, le fait de ne pas consulter un médecin par manque d'activité mentale et émotionnelle peut conduire à la dépression, à la folie, voire au suicide. Tout le monde peut en être affecté. Et cependant, étant donné notre culture à Madagascar, il est donc devenu tabou d'éduquer l'esprit et les sentiments. La communication, l'éducation, voilà ce qui peut prévenir la dépression. À Madagascar, les médecins qui travaillent dans le traitement de l'énergie et l'éducation de l'esprit et des sentiments sont encore ignorés par la plupart de la population. Et concernant les actualités sportives, la Coupe du Président organisée par la Fédération de karaté se tiendra cette année. Une première dans l'histoire du karaté malagasy, a déclaré le président de la Fédération du karaté, Emile Ratefnanaar. Selon ce dernier, la révalorisation du karaté malagasy est l'une des principales préoccupations de la Fédération. De plus, 4 compétitions nationales se tiendront cette année pour sélectionner les athlètes malagasy les plus méritants qui représenteront Madagascar dans les compétitions internationales. Toujours avec Aniana Martina et Nzar Hadjiantsu. La Fédération malagasy de karaté-do organisera cette année la Coupe du Président. Selon les informations, cette compétition nationale se tiendra sous l'égide du président de la République, Andrzej. Le président du comité d'organisation de cette immense compétition a été déjà nommé par la fédération et le comité est actuellement en pleine préparation. Redorer le blason du karaté malagasy, tel est l'objectif de la fédération et la vision des actuels dirigeants de cette discipline selon les explications. Le karaté malagasy doit aussi s'adapter aux lois internationales du karaté. Et outre cette immense compétition, il y aura aussi le Challenge du Bouin, lequel est devenu une compétition nationale. Il se déroulera du 12 au 16 avril prochain. Et toujours selon les informations, les karatékas vont faire face à 4 compétitions au cours de cette année. Par ailleurs, les karatékas, mais également les juges et les entraîneurs bénéficieront d'une formation.
Et place maintenant aux actualités internationales. La Cour pénale internationale au CPI a déclaré vendredi avoir émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour le crime de guerre de déportation illégale d'enfants ukrainiens lors de l'invasion russe. Les détails avec France 24. La symbolique est forte. Le président russe Vladimir Poutine pourrait désormais être arrêté dans plus de 100 pays, suite au mandat d'arrêt émis ce vendredi par la Cour pénale internationale. Son procureur général s'est exprimé plus tôt sur notre antenne. C'est un jour important, mais notre décision n'est pas motivée par l'aspect historique, mais par les preuves. Bien sûr, c'est aussi un jour sombre qu'un chef d'État, un commandant en chef d'un grand et puissant pays, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, fasse l'objet d'un mandat d'arrêt. Cela ne devrait réjouir personne. Le mandat d'arrêt vise aussi la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova. Les deux sont accusés d'enlèvement d'enfants et de transfert illégal de population d'Ukraine vers la Russie. Selon Kiev, Moscou aurait illégalement déporté plus de 16 000 enfants en Russie ou dans les territoires occupés. S'il est arrêté, Vladimir Poutine sera jugé à La Haye, une annonce qui a suscité la colère de Moscou. À Kiev, en revanche, l'heure est à la jubilation. À partir de maintenant et jusqu'à son arrestation, le président et commandant en chef des forces armées russes, en tant que chef d'un État terroriste, aura peur de voyager en dehors de la Russie. Cela signifie que tout homme politique qui se considère comme civilisé et qui regarde vers l'avenir devra y réfléchir à 2 fois avant de serrer la main au président russe ou à ses partisans et ou de s'asseoir à la table des négociations avec eux. Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont membres de la CPI. Mais depuis l'invasion russe, Kiev reconnaît la compétence de la Cour et lui a permis de poursuivre les crimes commis sur son territoire. Ensuite, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué vendredi cette décision historique de la Cour pénale internationale d'émettre un mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine pour crime de guerre. Reportage toujours avec France 24. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas le seul crime de guerre qui a été commis en Ukraine. En revanche, c'est l'un des crimes que l'Ukraine a tenté vraiment de mettre en avant sur la scène internationale, de documenter. On parle de, rendez-vous compte, de plus de 16 000 enfants qui ont été arrachés à leurs parents. Alors, ce sont des enfants qui pouvaient être d'une part placés dans des institutions, mais aussi des enfants tout simplement qui ont été kidnappés, qui ont été déportés de zones actuellement occupés par la Russie. 16 000 enfants, dont seuls quelques centaines ont pu revenir en Ukraine, et au prix de longues négociations, de mois d'attente et de mois durant lesquels les familles n'ont pas pu être en contact, ou très très peu, avec leurs enfants. Certaines restent sans nouvelles de leur famille, de leurs enfants. J'ai pu parler à certaines familles, certaines mères notamment m'ont expliqué leur démarche. Donc elles contactent des ONG ukrainiennes qui peuvent les aider à entrer en contact avec les autorités russes. Ensuite, elles doivent traverser l'Europe, puisqu'évidemment, elles ne peuvent pas passer directement d'Ukraine en Russie avec un seul passeport ukrainien. Elles traversent l'Europe, la Biélorussie, elles se rendent dans les centres ou dans les centres dans lesquels les enfants sont emmenés en Russie. Et là, elles doivent négocier le retour de leurs propres enfants. Donc c'est extrêmement compliqué et ça concerne, je disais, 16 000 familles en tout. Absolument. Alors c'est une série de bonnes nouvelles pour l'Ukraine. Après la Pologne qui a décidé d'envoyer une douzaine d'avions de combat, la Slovaquie prend une décision similaire. C'est exactement ce qu'espérait Kiev. C'est ce que Kiev avait demandé depuis plus d'1 an maintenant. Alors ces avions, c'était complètement impensable pour les alliés, notamment les États membres de l'OTAN, de les envoyer il y a quelques mois. Comme on l'a vu pour les chars Léopard notamment, eh bien ça a changé. Et la Pologne, comme elle l'avait fait d'ailleurs pour les chars, a fait ce premier geste, et ce qu'espérait Kiev semble être en train de se produire, puisque la Slovaquie a également pris cette décision. Maintenant, le prochain espoir est évidemment que d'autres États membres de l'OTAN prennent des décisions similaires en vue de la préparation de cette contre-offensive ukrainienne qu'on attend ici à Kiev.
Et en France, les syndicats prévoient des rassemblements locaux de proximité ce week-end pour poursuivre la contestation contre l'impopulaire réforme des retraites qui a déclenché depuis l'utilisation du 49.3 de motions de censure pour tenter de renverser le gouvernement et des mobilisations un peu partout dans le pays. France 24. Bis repetita contre le 49.3. Ici à Paris, mais aussi à Bordeaux, Strasbourg ou encore à Rennes, des milliers de manifestants se sont à nouveau rassemblés pour exprimer leur colère. Ils s'opposent au passage en force du gouvernement pour faire adopter la réforme des retraites. C'est une honte. Non seulement le gouvernement n'a pas la majorité dans la rue, les Français sont contre cette réforme, mais comme il n'a pas non plus la majorité à l'Assemblée, il passe par le 49.3. Quand on a appris ça, la réaction c'est que simplement on n'est pas écouté, faut pas chercher plus loin. Et puis quelque part la peur du gouvernement d'amener cette réforme au niveau de l'Assemblée. À Paris, le rassemblement a été émaillé par plusieurs débordements et affrontements avant de finalement être dispersé par la police. Outre ces manifestations, des blocages de sites stratégiques ont aussi eu lieu comme ici, au port de Calais. Dans les raffineries aussi, la contestation s'étend. Le plus grand site du pays, situé en Normandie, est totalement à l'arrêt. Ici, près de Nantes, c'est le dépôt pétrolier qui est bloqué. Les salariés continuent la grève. Nous, on exprime un droit constitutionnel qui est le droit de grève. Notre outil de travail est à l'arrêt. Bien, oui, ça crée des pénuries, ça peut bloquer l'économie. Et s'il faut y passer, on y passe et il n'y a pas de problème. Ce week-end, de multiples rassemblements locaux ont lieu un peu partout en France. L'intersyndicale appelle à une 9e journée de mobilisation nationale jeudi prochain. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée à tous.